Hey, mesdames et messieurs, bonsoir et heureux de vous accueillir si nombreux à cette nouvelle édition des figures marquantes de notre histoire qui, je vous le rappelle, pour cette troisième saison est consacrée à des figures marquantes de la Nouvelle-France. Alors ce soir, il sera question d'une mystique, d'une enseignante, d'une visionnaire, d'une femme très entreprenante, une gestionnaire, Marguerite Bourgeoys. Marguerite Bourgeoys, elle est née à Troyes, petite ville de la Champagne, en France, en 1620, et elle est décédée à Montréal, en 1700. Elle se découvre une vocation religieuse autour de la vingtaine, mais un peu comme Jeanne Mance, elle ne devient pas tout de suite religieuse, continue de se consacrer à des œuvres, mais comme laïque. Elle entend parler de la Nouvelle-France par une femme qui est la sœur Louise Chomédé, la sœur de Paul Chomédé de Maisonneuve, et en 1653, elle traverse l'Atlantique, traversée épouvantable, qui dure plusieurs mois. Elle arrive en septembre 1653 à Montréal, dans un climat très tendu, le climat de la Nouvelle-France de l'époque. Et donc, elle va vivre le reste de ses jours à Montréal. Elle va retourner en France à quelques reprises. Et donc, on lui doit énormément. On lui doit d'abord une chapelle, Notre-Dame du Bon Secours, la première chapelle de pierre, érigée en 1657. On lui doit la première école, aménagée dans une étable, en 1658, et le premier réseau d'écoles qui sera fondé sur l'île de Montréal et les environs. Un réseau qui va accueillir des jeunes filles surtout, mais des enfants de toutes les origines, et aussi des Autochtones. On lui doit surtout, évidemment, la congrégation Notre-Dame. D'ailleurs, plusieurs des sœurs de congrégation Notre-Dame sont ici. Vous êtes les bienvenus. Merci d'être là. Donc, on lui doit cette grande œuvre de la congrégation Notre-Dame qui a été reconnue civilement par le roi Louis XIV en personne en 1671 et religieusement par l'Église beaucoup plus tard, quelques années seulement avant sa mort. Un combat d'ailleurs épique. Elle a dû convaincre l'évêque, convaincre plusieurs membres de l'Église de créer cette congrégation autonome et très particulière. Pour des femmes comme elle, pour des mystiques du XVIIe siècle qui communiaient aux grands idéaux du renouveau catholique, la voie était en général tracée. Il y avait une voie qui était très classique. C'était la voie du cloître, donc de la réclusion, donc du silence, de la prière. Mais cette voie-là ne convenait pas du tout à Marguerite Bourgeoys. Il fallait trouver une nouvelle voie de vivre ses convictions religieuses, vivre sa foi et faire une nouvelle forme d'apostolat. Et c'est cette voie que va tracer Marguerite Bourgeoys pour plusieurs générations de femmes engagées, de Marguerite Diouville à Émilie Gamelin, jusqu'à Marie Général-Lajoie, la fille dont nous avons parlé ici. Et donc, c'est un modèle, Marguerite Bourgeoys, pour énormément de femmes, religieuses ou pas, des femmes engagées, des femmes dans le monde. Pour nous parler de ce destin exceptionnel, nous avons invité, pour la première fois, il me faisait lui-même remarquer, un archiviste, formé bien sûr en histoire, mais un archiviste qui a travaillé pour de grandes institutions, la Ville de Montréal, l'Université de Montréal, et pour la Congrégation Notre-Dame de 2008 à 2013. Donc, très au fait de l'histoire de la congrégation et de sa fondatrice. Donc, je vous prie d'accueillir chaleureusement M. Denis Chouinard. M. Chouinard, bienvenue. Merci. Donc, M. Chouinard, je le disais, vous êtes avant tout un archiviste et vous avez été archiviste de la Congrégation Notre-Dame pendant plusieurs années. Ça doit être toute une somme d'archives.
des archives qui doivent être absolument indispensables pour connaître l'histoire du Québec et du Canada et de Montréal. Oui, effectivement, vous avez raison. Vous avez parlé de la Ville de Montréal, de l'Université de Montréal, de la Congrégation de Notre-Dame. C'est un peu plus de 30 ans de ma vie, du pur bonheur. Ah oui? Oui, absolument. C'est ce que je souhaite à tout le monde, Ah oui. de pouvoir être archiviste et d'avoir accès ainsi à des sources. Ah oui, il faut savoir, avoir accès à une source. Là, on sait que Marguerite Bourgeois a écrit cette lettre ou un autre personnage. Oui. C'est extrêmement émouvant. Oui. Il y a des gens qui ont du mal peut-être à comprendre, ils voient des livres, bon, mais quand on a accès à des textes de personnages qu'on admire, c'est très émouvant. Pour bien saisir, peut-être qu'on pourrait utiliser deux définitions des archives, une longue, une courte. La longue, l'ensemble des documents de toute nature qu'une personne physique ou morale a automatiquement et organiquement réunis dans l'exercice de ses fonctions ou dans ses activités. Voulez-vous la courte? J'apprécierais, oui. Les archives, c'est la vie. Ouais. Et c'est ce que et c'est la vie privée aussi. Ah, mais c'est toute la vie, que ce soit la vie des institutions, que ce soit la vie des particuliers, que ce soit la vie plus ancienne, beaucoup plus récente. C'est un milieu absolument extraordinaire pour découvrir la vie de ceux et celles qui nous ont précédés. Donc, avis aux jeunes qui cherchent une vocation, une profession, en tout cas, vous la rendez très attrayante. Dans la note que vous nous avez remise en préparation de cette émission, vous avez dit, écoutez, peut-être que je m'aventure en parlant de Marguerite Bourgeois, peut-être que je fais de l'appropriation féministe. Est-ce que vous vous sentez mal à l'aise, Denis Chouinard, de nous parler d'une femme d'envergure? Réglons cette question. Oui, on va régler ça immédiatement. Vous connaissez le contexte de l'appropriation par les temps qui courent. Alors, je me suis posé la question. Mais écoutez, je dois vous dire que la passion pour, littéralement, la passion pour Marguerite Bourgeois, elle s'est bâtie de la façon suivante. Dans la toponymie, on la rencontre un peu partout, les rues, des parcs, commission scolaire Marguerite Bourgeois, c'est phénoménal. Dans la statuaire, vous allez sur la rue Notre-Dame, à côté du Palais de justice, il y a une magnifique sculpture de Marguerite Bourgeois faite par Jules Lassalle. Vous allez au Parlement de Québec et vous regardez les 22 personnages de notre histoire en façade du Parlement. Ce sont tous des hommes. Ah, il y a 2 femmes qui sont dans la tour centrale, tout à fait en haut, Marie de l'Incarnation et Marguerite Bourgeois. Et Marguerite Bourgeois qui tient dans sa main droite une croix et dans sa main gauche un livre sur lequel est écrit l'éducation. Alors je me suis dit, ah oui, puis il faut le mentionner, en novembre 1982, au Forum de Montréal, 20 000 personnes qui se réunissent pour la messe solennelle à l'occasion de la canonisation de Marguerite Bourgeois. Alors, c'est incroyable. Quand on pense, par exemple, au frère André, on peut dire qu'il y a beaucoup de gens qui l'ont connu, ou leurs parents ou leurs grands-parents ont connu le frère André, mais Marguerite Bourgeois, c'est dire la place qu'elle occupe. Oui, voilà. Alors, 20 000 personnes au Forum, c'est plus que pour la Coupe Stanley, là. Alors, remarquez, quand on a une scène chez nous, c'est comme gagner la Coupe Stanley. Alors, on a monté un bon dossier. oui, tout à fait. Mais ce que je voulais simplement vous rajouter, c'est que à l'étudier, j'ai constaté que dans notre monde d'aujourd'hui, qui depuis la Révolution tranquille a fait en sorte que la relation entre les hommes et les femmes a quand même beaucoup changé et continue d'évoluer. Mais Marguerite Bourgeois, en termes de partenariat à son époque entre les hommes et les femmes, elle est novatrice. Elle ouvre véritablement une porte et j'essaierai de vous en faire la démonstration dans les minutes qui vont suivre. Parfait. Alors donc, allons au tout début. Parlons des origines de Marguerite Bourgeois. Parlez-nous, dans un premier temps, de son milieu d'origine. Donc, j'ai dit qu'elle venait de Troyes. Et ça m'a frappé parce que quand écoutez, je connaissais plus ou moins, je ne me souvenais plus où était Troyes, là, je suis allé voir la carte, et j'ai bien remarqué que, à moins que je me trompe, il n'y a pas eu beaucoup d'ancêtres des Canadiens français qui sont venus
de cette région. Il y en a eu un peu de la Champagne, mais ils viennent plus de la Normandie, du Poitou, de la région atlantique. Oui. Alors, donc, parlez-nous de cette ville, de son milieu social, de sa famille. Est-ce que tout cela la prédestinait à la vie qu'il a eue? Ah oui, tout à fait. Alors, elle est née, vous l'avez dit, en 1620, 17 avril 1620 à Troyes. En passant, 1620, ça signifie que l'an prochain, c'est le 400e anniversaire de sa naissance. Ben oui, voilà. C'est vrai. Avis aux intéressés. Ce sera souligné. Elle naît à Troyes. C'est une ville de province qui est en déclin. Alors, au Moyen Âge, ce sont les foires de Champagne qui se tiennent à Troyes. Et ça génère énormément de richesses dans la ville de Troyes. De sorte qu'on compte, vers 1550, 37 000 habitants à Troyes. À l'époque de Marguerite Bourgeois, en 1650, quand elle a une trentaine d'années, on est à 24 000 habitants. Et à la fin du siècle, la ville est à 18 000 habitants. Donc, c'est en déclin progressif parce que les routes commerciales ont changé. Ça n'est plus la même chose. Alors, elle vient d'une famille de la petite bourgeoisie. Son père, Abraham Bourgeois, c'est un marchand chandelier. Donc, il a un atelier, il fabrique des chandelles. Il a marié Guillemette Garnier, qui est d'une famille de marchands tisserands. Donc, on est véritablement dans la petite bourgeoisie. Il faut rajouter que Abraham Bourgeois est aussi monnayeur à la ville de Troyes, ce qui lui donne un certain statut. Marguerite est la 7e de 13 enfants, donc une famille vraiment très nombreuse. Et elle a des frères qui vont être dans le commerce, comme leur père. Elle a des sœurs qui vont marier également des gens du commerce. On peut dire que dans cette famille-là, on sait lire, on sait écrire et surtout on sait compter. Et on sait gérer une entreprise. Marguerite Bourgeois va avoir ces éléments-là dans son bagage génétique et elle va en profiter pour toute sa vie. Il faut noter également qu'elle vit à Troyes, dans la paroisse Saint-Jean-au-Marché, et ses voisins de la Petite Genève. Donc, il y a des protestants également à Troyes. Ils ne sont pas très nombreux, mais il y a des protestants. Alors, c'est le milieu dans lequel elle vit. Elle est allée probablement à l'école de la congrégation de Notre-Dame de l'endroit, mais on n'en est pas certain. Chose certaine, probablement qu'elle a appris à écrire avec sa mère. Parce que quand on compare la calligraphie de Guillemette Garnier et de Marguerite Bourgeois, c'est sensiblement la même écriture. Alors voilà, c'est le milieu familial dans lequel elle se trouve. Peut-être, justement, on parle de la famille, on parle de son enfance. Quel type de personnalité ses contemporains ont écrit sur elle? Qu'est-ce qu'elle a comme personnalité, comme caractère? Il y a Marie Morin qui a écrit qu'à Montréal, lorsque M. de Maisonneuve, Marguerite Bourgeois et M. Souard, le Sulpicien, se rencontraient, on les entendait rire jusqu'à l'autre bout du village. Alors, il semble que ces administrateurs, ces gestionnaires qu'ils étaient, chacun dans leur domaine, avaient le sens de l'humour. Marguerite Bourgeois, elle entendait à rire. De tout ce qu'on peut voir qu'elle a fait, c'est une femme intelligente, vraiment très intelligente, avec beaucoup de bon sens, énormément de jugement. C'est une gestionnaire, c'est une femme qui sait prendre un dossier et le mener à terme. C'est également une femme qui a de la vision. Elle réfléchit, elle imagine comment devraient être les choses et elle mène ça à bout. Si vous avez l'impression que je suis tombé sous le charme de Marguerite Bourgeois, vous avez raison. Ah oui, vraiment? D'accord. J'avais vaguement cette impression. Ouais. Maintenant,
faisons un petit pas de recul. Vous avez dit Troyes est pas loin de la petite Genève. Je pense que c'est important, avant d'entrer plus dans le vif du sujet, sur son parcours comme religieuse, comme mystique, comme femme très engagée au plan religieux. Peut-être un mot sur la France de l'époque dans laquelle grandit Marguerite Bourgeoys, donc durant les 20 premières années de sa vie, en gros, 1620-1640. On date à peu près sa vocation à ce moment. Donc, quelle est cette France, au plan religieux surtout, mais aussi plus global? Okay. Alors, c'est la France du XVIIe siècle. C'est la France qu'on a appelée du grand siècle. Ce que j'aime beaucoup avec Marguerite Bourgeoys, elle nous facilite toujours la tâche. Elle est née en 1620, elle est décédée en 1700. Des chiffrons. Oui, des beaux chiffrons, et elle traverse. Hein, elle parcourt le siècle. Alors, elle qui a occupé le siècle, elle est donc vraiment un produit du grand siècle. Le grand siècle, grosso modo, dans lequel elle se retrouve, c'est quoi? C'est la France de Louis XIV. Beaucoup, la France de Louis XIV. C'est la France qui veut prendre sa place parmi les grandes puissances. Il y a un symbole de cette volonté d'une France qui veut prendre sa place. Vous les connaissez probablement, les globes de Coronelli. Quand on va à la Bibliothèque nationale de France aujourd'hui, c'est François Mitterrand, au fond de la bibliothèque, au rez-de-chaussée, il y a 2 globes qui avaient été offerts en cadeau à Louis XIV. Et vous allez me dire, 2 globes, il n'y a rien d'extraordinaire à ça. Oui, il y a quelque chose d'extraordinaire, c'est que le globe céleste et le globe terrestre, tous les deux ont 4 mètres de diamètre. C'est immense, ça fait une grande partie de la scène qui est ici. Et ils ont été faits en 1683. Quand vous les regardez, vous voyez le monde et la partie qui est occupée par la France, dont la Nouvelle-France, très beau dessin. C'est un très bon symbole de la volonté de la France de prendre sa place dans l'ensemble de la planète. C'est également la France de l'excellence. C'est la France des gens d'un talent inouï et qui veulent vraiment performer. Prenez en sciences, par exemple, Descartes, Introduction à la méthode, c'est lui qui a conçu ça. Pascal, également très fort. Jules Hardouin-Mansart, Charles Lebrun, la Galerie des Glaces à Versailles, c'est absolument phénoménal. Molière, c'est Jean de La Fontaine, c'est Vauban avec les fortifications qui ont été répétées un peu partout. Alors, ces gens-là, je vous en nomme seulement quelques-uns, ce sont des premiers de classe qui se sont nettement démarqués. Le siècle les a favorisés. En spiritualité, dans l'Église, on retrouve sensiblement la même chose. Alors, je vous donne simplement quelques noms. Vincent de Paul, Saint Vincent de Paul, François de Sales, Saint François de Sales. Ce sont des gens qui ont réfléchi sur la place de l'Église et ils ont répondu finalement au protestantisme. Luther a déclenché une révolution, une réforme absolument renversante chez les protestants, mais également chez les catholiques, puisqu'il y a eu une contre-réforme et une réforme catholique. Il y a des chiffres qui sont très parlants. Au moment de la réforme protestante de Luther, vers 1550, on compte 15 millions de Français. Mais là-dessus, il y a à peu près 2 millions de protestants, des Huguenots. Après les guerres de religion, au début du XVIIe siècle, il y aura encore 1 200 000 Huguenots en France. Alors, les autres Français catholiques, ils ont à réagir et à offrir mieux. Et c'est ce qui s'est passé. C'est ce qui s'est passé dans l'Europe, c'est ce qui s'est passé en France. Une sorte d'exigence, de conversion, d'éducation. Oui. Alors, une réforme véritablement de l'Église en rejetant la partie théologique des protestants, mais en acceptant le fait que le clergé, c'est à revoir au grand complet. Il faut les former beaucoup mieux. Il faut également faire en sorte que les gens soient instruits. Les protestants avaient des écoles publiques gratuites. Alors,
les catholiques n'ont pas le choix, il faut faire la même Il chose. fallait lire la Bible, alors c'est ça, Oui. c'était un peu l'esprit. Oui. Maintenant, à 20 ans, on dit que ce serait, elle voit la Vierge et elle entend des voix. Décrivez-nous un peu cette conversion, ou comment ça se produit, qu'est-ce qu'on en sait? OK. Ce qu'on en sait, c'est ce qu'elle nous dit. Voilà. Alors, dans ses écrits, elle nous dit très clairement que en octobre 1640, à la procession du Rosaire, alors elle circule avec d'autres dans la ville et à un moment donné, elle voit sur son parcours une statue de la Vierge. Bon, elle dit je jetai le regard pour la voir, pour la regarder, et je la trouvai très belle. Je fus si touché et si changé que je ne me reconnaissais plus. De retour à la maison, cela paraissait à tous. Alors, moi, je vous avoue, quand j'ai lu ça, je me suis dit, mais j'aimerais bien la voir, moi, cette statue de la Vierge qu'elle a vue. Alors, on m'a dit, oubliez ça, allez pas à Troyes pour la voir, ça n'existe plus. Mais je suis allé à Troyes quand même. Et je suis allé voir la statuaire à Troyes. Écoutez, je le recommande à tout le monde. Allez-y. D'abord, si vous y allez, Troyes au guide Michelin, c'est 3 étoiles. Donc, ça vaut le voyage Ça vaut le déplacement. en partant. Mais ensuite, il y a là des œuvres qui expriment dans les visages, dans les attitudes, une telle concentration de spiritualité que même pour ceux qui ne sont pas croyants, on a de l'émotion. Oui. Alors, c'est certainement ce qui lui est arrivé également, et ça a été déterminant pour elle. Et d'ailleurs, si on va à Troyes maintenant, est-ce qu'il y a des indications de la vie de Marguerite Bourgeoys? Est-ce que la ville de Troyes s'est un peu appropriée cette femme remarquable? Alors, il y a des sœurs de la congrégation qui sont à Troyes, et il y a l'église de la paroisse Saint-Jean-au-Marché, qui était donc la paroisse de Marguerite Bourgeoys. Et là, on rend hommage à Marguerite Bourgeoys à cet endroit-là. Alors donc, elle a cette vision qui a un effet très fort et elle opte, dans un premier temps, pour les carmélites. Elle est attirée, veut aller chez les carmélites, mais ça ne fonctionne pas. C'est très mystérieux, cette histoire. Oui. Alors, dans sa situation, à l'époque, toutes les femmes sont placées devant les 2 M. Quand on parle de leur avenir, elles sont devant les 2 M. Le mari ou le mur. Donc, elles choisissent de se marier, et là, elles ont leur famille, et elles vivent avec leur famille, ou encore, elles s'en vont en religion, elles deviennent religieuses, et elles vivent dans le cloître. Et c'est ça, les possibilités. Alors, on a vu la même chose avec Marie de l'Incarnation, par exemple. Oui. Exactement. Alors, elle fait ce que tout le monde fait, et les carmélites à Troyes, ça l'intéresse. Alors, elle va frapper à la porte. Dans ses mémoires, elle nous dit qu'elle a été refusée. Puis, elle ne nous donne pas d'explication. Marguerite Bourgeoys, ça n'est pas une bavarde, hein? Elle pèse tous ses mots, mais elle ne s'étend pas. Alors, elle dit, je n'ai pas été acceptée. De 2 choses. La dot qu'il faut payer, et dans ce cas-là, c'est probablement 4000 livres qu'il faut donner en arrivant dans la congrégation. 4000 livres, est-ce que c'était possible pour sa famille de se payer ça? Un ouvrier, à l'époque, dans une année, gagne autour de 75 livres. Alors, 4000 livres, c'est quand même une bonne somme. C'est une hypothèse. L'autre hypothèse du refus, c'est peut-être qu'une femme comme elle, qui est pétante de vie, si on peut dire, et qui est faite pour vivre dans l'action, peut-être que les carmélites se sont dit, ce ne serait pas sa place. Elle n'est pas faite pour le mur. Voilà. Alors donc, elle va se tourner vers une autre congrégation. Mais là, c'est ça, là. On dit qu'elle a fondé la congrégation Notre-Dame, mais on comprend, quand on lit sa biographie, qu'il existait une congrégation Notre-Dame en Europe. Alors, expliquez-nous, débellez-nous ça, là. Oui. Donc, elle se tourne vers une autre congrégation qui s'appelle aussi Notre-Dame. Parlez-nous d'elle. Okay. Dans le mouvement de réforme catholique
de la fin du 16e siècle, début 17e. Il y a plein d'initiatives pour avoir des congrégations de femmes. Il y en a une qui est lancée en Lorraine en 1597 par Pierre Fourier et Alix Leclerc. Ces deux personnes-là veulent avoir une congrégation d'enseignantes qui ne seront pas cloîtrées et qui pourront aller partout où on a besoin d'elles. Bien, ça ne passe pas. Ça ne marche pas. L'Église refuse, les évêques refusent, on leur met des bâtons dans les roues et ça ne fonctionne pas. Elles ne pourront enseigner que dans le monastère. Donc, il faut que les enfants viennent au monastère et là, ça limite le nombre d'enfants qu'on peut recevoir. Pierre Fourier et Alix Leclerc disent, bon bien, on va trouver un compromis. Leur compromis, c'est de dire, on a notre congrégation cloîtrée, c'est beau, on va en créer une parallèle qui nous sera rattachée, la congrégation externe. Et on va confier à des femmes laïques le soin d'aller un peu partout dans la ville pour ouvrir des écoles, pour enseigner aux enfants. Ces enseignantes, congréganistes externes, vont se rapporter régulièrement au cloître pour recevoir leurs instructions, faire leurs rapports, mais elles iront un peu partout dans la ville. Marguerite Bourgeois va frapper à cette porte-là. On l'admet très volontiers. Elle se lance. Elle adore ça. Elle est vraiment comme un poisson dans l'eau. Elle adore faire ça. Donc, c'était une congrégation un peu particulière, qui détonnait dans tout le paysage de l'Église. C'est mixte. Ouais. D'une certaine façon. C'est une formule mixte, mais quand on cherche, quand on regarde un peu partout, on voit que vraiment des tentatives, il y en a eu un petit peu partout. C'est ça. Et est-ce que ces femmes-là pouvaient se marier? C'est laïque. Est-ce qu'elles pouvaient se marier? Alors, dans le cas de Marguerite Bourgeois, pour elle, il n'est pas question de se marier. Elle a fait le choix et elle a fait un vœu privé de chasteté et de pauvreté. Donc, il y en est. Donc, dans son cas, elle, mais est-ce que d'autres pouvaient le faire, d'après ce que vous en savez? D'après ce que j'en sais, je ne pense pas. D'accord. Et donc, la vocation de cette congrégation externe, de ce volet, c'était vraiment l'enseignement. Tout à fait. C'est uniquement l'enseignement. Alors, justement, est-ce qu'elle en parle dans ses écrits? Est-ce qu'elle explique pourquoi elle ressent cette espèce d'inconfort par rapport au mur, par rapport au cloître, par rapport à ce type de pratique religieuse, d'engagement religieux? Est-ce que, vous dites, elle est plutôt discrète, c'est une femme qui a l'air d'une femme d'action, c'est ses actions qui parlent pour elle, mais est-ce qu'on a des traces de ce qui... On peut le deviner, mais... Oui. Alors, elle avait un confesseur dénommé Antoine Gendret, qui l'a aidé beaucoup à acheminer dans sa démarche. Antoine Gendret lui a dit, écoutez, dans l'Église, il y a 3 possibilités d'action pour les femmes. D'être des contemplatives, cloîtrées, d'être des religieuses au service d'autrui à l'hôpital ou encore à l'école, mais à l'intérieur du cloître. Suivant ça, le modèle de Marthe, de Sainte Marthe, les contemplatives suivant le modèle de Marie-Madeleine, et il y a celles qui vont suivre l'exemple de la Vierge Marie, qui, elle, n'a jamais été cloîtrée et qui a œuvré dans l'Église. Alors, ça, c'est absolument merveilleux pour elle. Alors, quand elle entend parler de la Nouvelle-France, donc on dit que c'est via... elle en entend parler par, justement, Louise Chaumédé, qui fait partie de cette même congrégation, à Troyes, je crois. Oui, exact. Mais il paraît que Paul Chaumédé de Maisonneuve, parce qu'il faut comprendre que Paul Chaumédé de Maisonneuve est en France, au début des années 1650, il vient recruter des gens pour Ville-Marie, parce que ça va assez mal dans la colonie, on a besoin de renforts. Mais il hésite à avoir ce type, on se sent hésitant, c'est ce qu'on raconte par rapport à ce que veut faire Marguerite Bourgeois. Oui, mais en fait, il est hésitant, pas par rapport à Marguerite Bourgeois, il est hésitant par rapport à sa sœur. Parce que sa sœur, qui est donc une religieuse cloîtrée, lui a dit, je voudrais, avec d'autres compagnes, aller à Montréal. Mais
Maisonneuve lui dit, écoutez, vous allez, pour l'instant, vous allez être un fardeau pour nous Ouais, là, c'est ça. dans les circonstances. Alors, au lieu de ça, je prendrais plutôt une personne pour ouvrir la première école et qu'elle ne soit pas une religieuse cloîtrée, qu'elle soit une laïque, ce qui est le cas de Marguerite Bourgeois. Ah, écoutez, j'ai vu les chiffres, ben, en fait, pas les chiffres, les dates plutôt. La traversée est extrêmement longue. Elle part en février 1653, Oui. et selon ce que j'ai lu, elle arrive à Montréal en septembre. Mais Oui. c'est une traversée épouvantable ou Oui. qu'est-ce qui se passe? Oui, vous avez raison. Pour finir avec 3, je rajoute Oui. juste un tout petit Oui. élément. Marguerite Bourgeois est à la congrégation externe dont je vous ai parlé. Avec Antoine Gendret, elle lance le projet de créer sa propre congrégation. Déjà, de là-bas. De là-bas. Créer sa propre congrégation de femmes non cloîtrées qui seront des enseignantes. Elle lance le projet probablement vers la fin des années 1640. Elle a 2 compagnes avec elle. Malheureusement, la première décède et la deuxième se marie. Mais Alors, elle malheureusement, se retrouve seule. voilà, elle se retrouve seule, mais son objectif est de la créer au départ en France. Oui, On tout à imagine. fait. Et donc là, par un concours de circonstances, elle se retrouve donc à Montréal. Pourquoi cette traversée est-elle si catastrophique? Et à Montréal, elle y est allée parce qu'elle s'est dit, peut-être que je vais réussir à Montréal ce que Ouais. je n'ai pas réussi à faire à Troyes. Voilà. Il faut retenir ça. Oui, tout à fait. C'est une femme de vision. Elle a hein. déjà son objectif. Elle a en son tête. objectif, elle veut que ça marche à Montréal. Et quand elle veut que quelque chose marche, ça finit par marcher, croyez-moi. Oui. Alors, la traversée, écoutez, il y en a eu des traversées dans l'histoire au 16e, 17e siècle. Il y en a eu de très nombreuses. Elles sont toutes difficiles. Dans le cas de Marguerite Bourgeois, ces 2 premières, en quelque sorte, ont été assez pénibles. Alors, celle de 1653, avec la grande recrue, écoutez, le bateau part de Nantes, le Saint-Nicolas de Nantes. Le bateau part et on est obligé de faire demi-tour parce que le bateau prend l'eau. C'est pas la bonne idée. Alors, on retourne à Nantes et là, on va le rafistoler pendant 1 mois et on garde les hommes de la grande recrue quasiment prisonniers sur une île pour pas qu'ils se sauvent. Parce que eux, j'imagine que devant ce bateau-là... On voit la popularité de la destination. Hein? Non, mais écoutez, c'est comme si je vous proposais de monter dans un Boeing 737 MAX 8. C'est vrai que j'y penserais 2 fois. Bon. Ouais. Alors, ils ne sont pas fous, ces gars-là. Là. C'est sûr. Alors, c'est sûr. la traversée prend 2 mois. 2 mois. Ce qui fait que c'est très long. Marguerite Bourgeois part de Troyes et il faut qu'elle se rende à Montréal. Alors, il y a ce que je viens de vous raconter, mais quand elle arrive à Québec, elle continue de prendre soin de gens qui étaient malades sur Ouais, le c'est bateau. ça. Voilà. Et là, elle ne connaît pas encore le climat du Québec, de la Nouvelle-France de l'époque. Elle ne le connaît pas. Alors, elle va rester à Québec pour soigner les gens et elle partira à peu près le 1er novembre de Québec pour se rendre à Montréal. Oui, mais ce n'est pas en autobus voyageur, là. Non. C'est en barque. C'est en barque. Alors, ça prend à peu près 2 semaines pour remonter le Et courant. parfois, en novembre, il y a un petit nordais. Hein? Et voilà. Ouais. Je peut surprendre un Français. Je peux vous assurer que dans les archives, j'ai retrouvé nulle part mention par Marguerite Bourgeois qu'elle avait revoyagé sur le fleuve au mois de novembre. Quelle surprise! Alors, elle arrive, justement, vous disiez la température, mais elle arrive aussi dans un moment assez tendu. Juste un mot là-dessus. En Nouvelle-France, les années 1650, peut-être juste nous situer rapidement. Oui. Ben, Montréal, Ville-Marie, à l'époque, se trouve finalement à la fine pointe, d'une certaine façon, de la guerre franco-iroquoise. C'est un territoire contesté. Les Iroquois veulent que les fourrures prennent le chemin de la Nouvelle-Angleterre, d'Albany à New York, l'ancien New York. Et puis, les Français, eux, veulent que les fourrures viennent chez eux. Alors, on attaque constamment Montréal et Marguerite Bourgeois arrive dans ce contexte-là. Mais fort heureusement, il y a 100 hommes au total qui ont traversé. Et là, il y a une force. Un petit renouveau, là. Il y a un renouveau et une capacité de se défendre, heureusement, mais la menace est toujours là. Sauf qu'au départ, il n'y en a pas d'enfants.
Donc, elle arrive, c'est une enseignante, et elle veut bien œuvrer, mais il n'y a pas d'enfant. Donc, qu'est-ce qu'elle fait au début, là, à son arrivée? Vous avez raison, il n'y a pas d'enfant parce que le projet de la Société Notre-Dame de Montréal, c'est de mettre ensemble des Français et des Amérindiens Exactement. pour créer une nouvelle société. Mais les Amérindiens ne fonctionnent pas dans ce moule-là, en quelque sorte, et ça leur prend autre chose. Alors donc, il n'y en a pas d'enfants. Ce qu'elle va faire, c'est il y a quelques femmes qui ont traversé. Alors, elle va s'occuper des gens qui sont là, elle va aider en toutes sortes de circonstances et elle va aller redresser la croix du Mont-Royal que les Iroquois avaient abattue. Elle va la redresser une fois avec un certain nombre d'hommes. Les Iroquois vont la rejeter par terre. Alors, elle va dire, ben, ça ne va pas, il faudrait peut-être plutôt bâtir une chapelle qui ne soit pas trop loin de l'endroit où les Montréalais vivent. C'est ce qu'elle va commencer. C'est ça, donc on organise une corvée, tout ça. Oui, oui. En fait, ce qu'elle fait, et là, c'est du Marguerite Bourgeois, elle travaille pour les hommes, elle doit faire beaucoup de couture, fort probablement, et puis elle se fait payer en travaux, finalement. Ah oui. Maintenant, parlez-nous de la première école, hein, cette mythique école d'une étable de 1658. Alors, qui s'y retrouve? Qu'est-ce qu'on enseigne? Et à travers ça, un peu sa philosophie peut-être pédagogique, parce que ça, c'est développé par les spécialistes. On parle d'une philosophie qui était d'une grande ouverture, assez avant-gardiste. Oui, tout à fait. Ça vaut la peine de s'arrêter sur cet aspect-là parce que très souvent, vous entendrez bien des gens, et avec raison, dire que Marguerite Bourgeois est arrivée ici avec à peu près rien. Elle n'a rien apporté. Pas de bien matériel, uniquement le strict nécessaire. Mais elle arrive avec un bagage spirituel et un bagage pédagogique renversant. C'est qu'elle est finalement une disciple, on pourrait le dire comme ça, de Pierre Fourier, dont je viens de vous parler, qui a créé la Congrégation Notre-Dame en France. Mais Pierre Fourier, si vous allez au dictionnaire aujourd'hui, son nom est là, il est reconnu comme un grand pédagogue. Et il propose une nouvelle pédagogie. Alors qu'auparavant, les enseignants, les maîtres d'école, ce qu'ils faisaient, c'est qu'ils réunissaient des enfants dans une pièce et à tour de rôle, ils les faisaient venir auprès d'eux et on leur enseignait, alors que les autres couraient tout partout. Avec Pierre Fourier, non, ça ne se passe pas comme ça. On crée des classes et on met les enfants ensemble selon leur niveau. On leur enseigne la religion, bien sûr, on leur enseigne à lire, à écrire, à compter et les travaux manuels. Parce que devant la pauvreté de beaucoup de gens à l'époque, Fourier se dit l'école doit être un endroit où les jeunes filles, par exemple, vont apprendre des travaux qui ensuite vont générer peut-être des sous pour la famille. Alors, il y a ce programme-là. Il dit aussi, il y a des enfants qui sont plus aptes pour les matières intellectuelles, d'autres, c'est plus pour les travaux manuels. Il sépare les enfants et il dit, vous ferez des travaux manuels jusqu'à ce que vous soyez capable peut-être d'apprendre à lire et à écrire. Donc, il s'adapte. Autre chose, il stimule les enfants et il respecte les enfants. Au lieu de les considérer comme un adulte en miniature, il considère l'enfant pour ce qu'il est dans cette étape de la vie. Et il le stimule en lui disant, mais regarde, on va essayer d'aller le plus loin possible et on va te récompenser pour ce que tu fais. On va te mettre en partenariat avec d'autres enfants pour pratiquer vos leçons, pour vous corriger les uns les autres. Alors, c'est toutes sortes de petits trucs comme ça qui sont utilisés. Le fameux tableau noir là, que nous avons tous connu, celui qui a lancé le tableau noir, c'est Pierre Fourier, qui l'a mis dans l'école. L'autre chose également, c'est que on a cessé de punir les enfants en les frappant. Oui, c'est important, ça. On ne fait plus ça. Fourier dit non, nous aimons, nous respectons les enfants et vraiment, dans la mesure du possible, jamais on frappe un enfant. On ne dit pas de mots pour diminuer l'enfant devant les autres. On veut qu'il ait l'estime de soi. Déjà.
Oui, déjà, on lit ça et on se dit, oui, mais c'est la pédagogie qu'on enseigne aujourd'hui. C'est ça que Marguerite Bourgeois prend. Et ça, c'est un élément du grand siècle. Oui. Des gens qui performent, qui créent des nouvelles choses, et on apporte ça à Montréal. Alors, elle est seule au début, mais elle va chercher du renfort à la fin des années 50, déjà un premier voyage. Oui. Peut-être un mot là-dessus. Oui, un mot sur ce voyage. Donc, c'est le voyage de 1658, parce qu'elle a eu l'étable et que maintenant, il y a des enfants. Alors, elle fait la traversée. Elle fait la traversée avec Jeanne Mance, qui, elle, va chercher les hospitalières de Saint-Joseph. Mais Jeanne Mance, l'hiver précédent, elle a fait une chute sur la glace. Oui. Et comme par hasard, elle s'est cassé le bras. Il me semble qu'on connaît ça, nous. Ça nous dit quelque chose. Des gens qui tombent sur la glace. Mais c'était la même chose à l'époque. Alors, elle va se faire soigner. Marguerite Bourgeois s'en va à Troyes. Et là, elle va recruter 2 congréganistes externes qu'elle a connus à l'époque où elle était congréganiste externe. Elle recrute également une autre personne de Troyes et elle en recrute une de Paris. Alors, je vous les nomme parce que c'est des pionnières. Catherine Crolot, Edmé Châtel, Marie Raisin et Anne Ioux. Alors là, au début des années 60, se met en branle peu à peu un réseau. Peut-être nous décrire l'étendue de ce réseau d'écoles. Est-ce que ces écoles, certaines d'entre elles ont des vocations? On pense notamment aux Autochtones, mais on en reparlera tout de suite après. Mais décrivez-nous un peu l'étendue de ce réseau. Oui. Alors, pour Marguerite Bourgeois, on commence par Ville-Marie. Oui. Mais dans son esprit, c'est très clair, c'est la Nouvelle-France. Alors, il faut permettre à tous les enfants, de quelque classe sociale que ce soit, hein, les riches, les pauvres, il faut que tout le monde puisse avoir accès à l'école. Et donc, pas seulement les filles. Elle compte sur les Sulpiciens pour que les garçons puissent profiter des mêmes avantages. Puis, si les Sulpiciens ne sont pas prêts, bien, elle va s'en occuper. Alors, oui, ça va être véritablement un réseau parce qu'après Ville-Marie, c'est la mission de la montagne pour les Autochtones. Ça va être également Pointe-aux-Trembles. Ça va être Lachine. Ça va être à l'est de Trois-Rivières, Batiscan, Champlain. Ça va être Sainte-Famille à l'île d'Orléans. Ça va être Québec à la Haute-Ville d'abord, à la Basse-Ville par la suite. Ça va être Château-Richer. Alors, partout où on fait appel à ces services, elle envoie des religieuses. Et Marguerite Bourgeois, elle fonctionne sur, finalement, le bouche à oreille, sur la popularité. Alors, elle est bonne, son école. L'enseignement est vraiment un enseignement de qualité. Alors, le reste vient de tout seul. Elle va jouer un rôle important dans l'accueil des filles du roi. Peut-être nous en parler. Oui. Oui, alors qu'elle est dans l'enseignement, mais on sait qu'elle va jouer un rôle important. Peut-être nous dire qu'est-ce qu'elle a fait. Oui. Alors, on est en 1663. Oui. On sait que les filles du roi, c'est court, hein, c'est sur 10 ans. Oui. C'est sur 10 ans. Et on connaît le nombre. On connaît le nom de toutes les filles du roi, 770 à peu près. À Montréal, il en viendra grosso modo 70. Donc, le 10e, grosso modo. Alors, là-dessus, on est pas mal certain que Marguerite Bourgeois et ses compagnes ont dû en accueillir une quarantaine. Alors, on a pour 3 années, là, 8 en 1663, je pense que c'est 11 en 1665 et 18 en 1668. Voilà. Est-ce qu'elle s'improvisait un peu entremetteuse ou quoi? Comment elle les accueillait et s'assurait que ces femmes-là trouvent un mari? Comment Oui. Alors, ce qui est remarquable ici, c'est la faculté d'adaptation de Marguerite Bourgeois. Elle est venue avec la Société Notre-Dame et elle a été une partenaire de Maisonneuve pour réussir l'entreprise de la Société Notre-Dame. En 1663, c'est fini, la Société de Notre-Dame. Oui. En 1665, Maisonneuve part. Et c'est le gouvernement royal. Et on sait que Jean Talon arrive. Et donc, on a une nouvelle administration. Marguerite Bourgeois doit s'adapter à cette nouvelle administration. Les filles du roi,
c'est le projet de Louis XIV, de Colbert, et Jean Talon doit le réaliser. Il a besoin de partenaires à Montréal. Sa partenaire, c'est Marguerite Bourgeois. Mais elle est avec ses premières compagnes, et ses premières compagnes lui disent, bien là, il y en a 8 qui débarquent d'un coup sec en 1663. Où est-ce que vous voulez qu'on les mette? Il n'y a pas de place. L'étable école, c'est 36 par 16 pieds. C'est la longueur ici de la scène par la largeur, puis il y a un étage en haut. Bien, là, si vous multipliez les gens, là, à un moment donné, il n'y a plus de place. Alors, elle achète une maison juste à côté, et là, elle va s'occuper des filles du roi à cet endroit-là. Et elle va donc leur offrir tout le savoir nécessaire, souvent pour des Parisiennes, tout le savoir nécessaire pour vivre avec un climat comme celui-ci, savoir bien faire les choses, et puis, bien sûr, également, trouver un mari. Ce qui est assez incroyable, ce que j'ai lu, c'est son fameux voyage de 1670-1671, corrigez-moi, où elle débarque en France presque sans le sou, dit-on, à peu près. Et son but, son objectif, c'est que l'État français, donc le roi, reconnaisse sa congrégation, en tout cas en Nouvelle-France, et elle va rencontrer le roi. C'est quand même incroyable, il fallait être assez dégourdi. Oui. Est-ce que c'est vrai, cette histoire? Oui. Moi, j'étais enthousiaste, là. Oui, je comprends. Parce que j'ai en tête l'histoire de Pierre Boucher, qui est un peu semblable, qui, lui, on sait que c'est vraiment arrivé. Est-ce que ce serait le cas? Là, je vais refroidir votre enthousiasme, mais permettez-moi l'expression, je vais leur crinquer plus tard. Ah, d'accord. Vous me rassurez. Mais le voyage de 1670, en fait, c'est le résultat du travail qui a été fait depuis qu'elle a ses compagnes. Et le travail qui a été fait, c'est phénoménal parce que l'étable école, c'est une école. Mais donc, la maison voisine, on a accueilli les filles du roi, mais on accueille des orphelins. Dans les établissements de la congrégation de Notre-Dame, vivent avec les religieuses qui occupent la maison, vivent également les ouvriers. Parce que ça prend des ouvriers là, pour s'occuper de toutes sortes de choses. Alors, il y a ces gens-là. Il y a des enfants amérindiens également qui sont là. Il y a des enfants qui ont été maltraités. Il y a des enfants qui ont été délaissés. Donc, il y a plusieurs vocations, c'est ça? L'étable école, c'est multifonctionnel. Voilà, c'est ça. Et Marguerite Bourgeois, moi, je croyais que c'était juste une enseignante. Ben oui. Future ministre de l'Éducation par le réseau qu'elle a bâti. Oui. Mais là, je suis en train de constater que c'est notre première ministre des Affaires sociales en même temps. Oui. Zachary Dupuis, qui est devenu un vieillard avec son épouse, donne toute sa fortune, tous ses biens à la congrégation de Notre-Dame en échange d'être hébergé à la congrégation. Alors, ça devient notre premier CHSLD, là, d'une certaine façon. Mais en d'autres mots, quand il y a un besoin social quelque part qu'elle peut remplir, elle offre ses services. Elle se débrouille pour offrir. Alors, présentez-vous ensuite en France pour demander vos lettres patentes. Vous avez de bonnes chances d'être bien reçu. Et les lettres patentes, c'est donc la reconnaissance civile, et pour elle, c'est absolument majeur. Et c'est un document qui est tout à fait extraordinaire. Si vous permettez, je pourrais vous en citer un petit bout. Louis, par la grâce de Dieu, roi de France et de Navarre, à tous présents et à venir, salut. Donc le roi de France vous salue et me salue en même temps. Notre bien-aimée Marguerite Bourgeois, originaire de notre ville de Troyes, en Champagne, nous a très humblement fait exposer qu'il a plu à Dieu lui inspirer le désir de l'avancement de la foi catholique, tant chez les sauvages que chez les Français naturels retirés en Nouvelle-France, où elle se serait elle-même retirée en l'année 1653 en compagnie de personnes associées vivant en communauté. Elle y a fait l'exercice de maîtresse. Je continue de vous citer. Oui. On peut aller. Merci. Ça termine par merci beaucoup. Oui. J'imagine. Elle y a fait l'exercice de maîtresse d'école, enseignant gratuitement aux enfants tous les métiers les rendant capables de gagner leur vie. Et avec un si heureux progrès que ni l'exposante
ni ses associés ne sont aucunement à charge aux 10 pays, ayant fait bâtir à leurs dépens 2 corps de logis selon leurs besoins, fait défricher plusieurs concessions de terre et bâtir une métairie garnie de toutes choses nécessaires. Autrement dit, tout est là. Bravo d'abord, oui. Vous venez de nous citer comme ça du Louis XIV. Bravo. Oui. Mine de rien. Et donc, autrement dit, le fruit est mûr, tout est là, tout est en place. Il ne reste plus qu'à vous reconnaître civilement, comme quoi vous... voilà. Oui, et vous imaginez bien que devant un tel document, l'archiviste ne tient plus en place. Là. Ah oui. Quel frémissement, ça. C'est absolument extraordinaire. Et ce qu'il faut rajouter, c'est que, là, je vous le citerai pas, mais il y a des... pour gagner du temps. Vous êtes gentil. Pour gagner du temps. Mais il y a l'appui... mentionné dans le document, il y a l'appui de Courcelles, gouverneur général. Oui. Il y a l'appui de Talon. Il y a l'appui de Monseigneur de Laval. Il y a l'appui des habitants de Montréal. Ça, c'est une force absolument extraordinaire de Marguerite Bourgeois, sa capacité d'avoir du capital de sympathie. Elle va s'arranger pour avoir de l'argent pour que les choses puissent se faire, mais c'est rien à côté de son capital de sympathie dont elle sait jouer à merveille. C'est une rassembleuse. Oui. C'est vraiment extraordinaire. Par contre, comme dans n'importe quel grand défi, grandes œuvres, elle va traverser des difficultés. Alors, j'en ai identifié 2 rapidement. Il nous reste un peu plus de 5 minutes. Mais il y a un incendie et il y a, vous dites dans vos... Mais c'est attesté par les documents, une sorte de tentative de coup d'État. Oui. De coup d'État à l'intérieur de la congrégation, j'entends. Donc, une dame... bon. Alors, expliquez-nous ce qui va se passer et comment elle fait pour surmonter ces 2 épreuves. Okay. Jusqu'à 1680, ce sont les années bénies pour Marguerite Bourgeois. Ça va bien et vraiment, elle sent qu'elle se dirige directement vers la reconnaissance religieuse. Le fruit n'est pas encore mûr, mais ça s'en vient. Mais 1683, dans la nouvelle maison mère de la congrégation, parce que c'était trop petit, l'étable-école, on a construit une autre. Dans la nouvelle maison, il y a un incendie dans la nuit du 6 au 7 décembre 1693. C'est un drame et c'est une tragédie, parce qu'on est quand même en hiver, au mois de décembre, et là, c'est une ruine, cette grande maison, et là, il faut sortir absolument de là. Heureusement, les hospitalières de Saint-Joseph, qui sont juste à côté, vont pouvoir les héberger. C'est une tragédie parce qu'il y a 2 religieuses qui perdent la vie. Alors, Geneviève du Rozoy et Marguerite Somillard perdent la vie, peut-être parce que, dû à leur fonction, elles avaient des responsabilités, qu'elles sont retournées et qu'elles ont voulu s'assurer que tout le monde était sorti, ou encore elles sont allées chercher des biens précieux. On ne le sait pas, mais elles sont mortes. Et pour rajouter à la tragédie, Marguerite Somillard, c'est la nièce de Marguerite Bourgeois. Ah, ouais. Et certainement que ça lui a fait une très grande peine. Et maintenant, cette espèce de tentative de coup d'État en 2 mots. Oui. Alors, on est en 1689. Début novembre 1689, il y a une des sœurs de la congrégation qui vient voir Marguerite Bourgeois et qui lui dit... une sœur morte récemment m'a demandé de vous faire le message suivant. Vous êtes en état de péché mortel. Rien de moins. Oui. Alors, pour une femme qui a passé toute sa vie à gagner son ciel, littéralement, et Dieu sait si elle a travaillé, se faire dire ça, c'est un coup de massue, là, véritablement. Mais Marguerite Bourgeois se dit, c'est une folie, là, cette histoire-là. J'en tiendrai pas compte. 2 mois plus tard, début janvier, la même sœur réplique et elle lui dit, la sœur qui m'a parlé, la sœur morte qui m'a parlé, fait dire que là, ça presse, vous êtes en état de péché mortel et vous devez abandonner le poste de supérieur de la congrégation. Le deuxième coup, là, ça frappe. Ça frappe beaucoup. La sœur en question, elle s'appelle Marguerite Tardy et c'est une illuminée du temps. Malheureusement, ça peut arriver. Alors, elle est convaincue que elle est en contact direct avec l'au-delà
et qu'elle est en Nouvelle-France pour passer le message sur ce qui doit être fait et pas fait. Alors, elle est tellement visionnaire, selon elle, qu'elle est capable, par exemple, lorsque les gens vont à la Sainte Table pour communier, juste en les regardant, elle peut savoir s'ils sont en état de communier ou pas, s'ils sont en état de grâce. Elle voit à travers les gens. Oui, et elle dit qu'elle a reçu sur papier des messages qui viennent de l'au-delà et qui disent qu'à Montréal, le coup d'État, il faudrait faire une seule congrégation avec les Sulpiciens, les Hospitalières de Saint-Joseph et la congrégation de Notre-Dame. On sait que derrière ça, malheureusement, il y a 3 Sulpiciens. Joseph de la Colombière, Guillaume Bailly et Étienne Guyotte. Joseph de la Colombière, il est au pays depuis peu de temps. Il a été envoyé dans l'idée qu'il allait éventuellement remplacer Dollier de Casson, qui était le supérieur des Sulpiciens. Mais de toute évidence, Joseph de la Colombière, il n'est pas prêt à attendre que Dollier de Casson s'en aille. Il veut la place tout de suite. Alors, d'où cette manœuvre, et qui, fort heureusement, ne marche pas parce que le supérieur des Sulpiciens en France, Louis Tronçon, va intervenir. D'accord. Écoutez, il nous reste 1 minute 30. Malheureusement, déjà, elle prend sa retraite en 1693, mais c'est une retraite très active. Un mot sur, dans le fond, son testament ces dernières années. Oui. Le mot retraite pour Marguerite Bourgeois, ça ne veut pas dire ce que vous et moi, on comprend. Elle ne comprend que le sens de retraite spirituelle annuelle, pas la retraite professionnelle. Alors, elle va intervenir dans les discussions pour obtenir la reconnaissance religieuse grâce à l'aide de Louis Tronçon en France, le supérieur des Sulpiciens, ça va fonctionner. Et donc, le 25 juin 1698, les sœurs de la congrégation de Montréal vont faire leurs vœux en public et deviendront la congrégation telle qu'on la connaît. Les sœurs de Québec, elles étaient 6, feront la même chose. Donc, elle-même devient officiellement sœur à ce moment-là. Oui. Elle était laïque jusque-là. Alors, elle était dans une congrégation, voilà, mais qui n'avait pas toute la reconnaissance de l'Église. En 2 mots, pourquoi les gens d'aujourd'hui doivent se souvenir de Marguerite Bourgeois? Alors, Marguerite Bourgeois, elle nous laisse des valeurs dont nous profitons encore aujourd'hui. Écoutez, les écoles pour les filles, la gratuité scolaire, l'accueil des immigrants, des choses auxquelles, évidemment, nous croyons profondément. C'est cet ensemble de valeurs qui nous ont été transmises et qui, moi, me font dire qu'aujourd'hui, on peut dire qu'en chacune et en chacun de nous, il y a un peu de Marguerite Bourgeois. Denis Chouinard, merci beaucoup.